Allez, mesdames et messieurs, on va commencer un bord radio. Oui, oui. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que vous aurez aussi la possibilité d'intervenir, c'est-à-dire de poser des questions, évidemment, de faire un commentaire ou de donner un ressenti. Voilà, qu'est-ce qui vous a traversé, bouleversé, déplacé dans Oui, cette oui. expérience de spectateur? On va même passer à ça assez rapidement, mais je voulais peut-être vous présenter, puisque j'ai parlé de Rodeo Ranger, mais donc Emmanuel Mailly, Élie Blanchard. Je vais vous laisser vous présenter parce que je sais pas, ce serait, je trouve, réducteur de dire musicien et d'ailleurs quoi, manipulateur d'images. Voilà, je vous laisse vous présenter. J'ai envie de dire bidouilleur. Non, vas-y. Mais... Donc, je suis Emmanuel Mailly, je suis le musicien de ce spectacle. J'enseigne les mathématiques aussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Je milite aussi depuis longtemps sur la cause des migrants. Voilà, une vie bien remplie, passionnante et constructive. Un homme heureux. Yes. Et donc moi, Élie, que dire, je fais de la vidéo, du son aussi, beaucoup de performances depuis les années 2004-2005. J'ai un peu commencé dans cette vague de nouveau cinéma qui utilisait des outils un peu modernes. Et on va dire que moi, je suis le moins moderne de tous les modernistes de ce courant. Et j'ai commencé en fait avec des machines à diapo, avec des objets que je manipulais devant la caméra, etc. Et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir réinventer, et sans réinventer, parce que tout ça a déjà existé, déjà été fait, mais de pouvoir se réapproprier le cinéma et la manière de raconter des histoires aussi, avec des procédés relativement simples, mais voilà, qui quand même passent par une certaine technicité. Et surtout un côté très analogique et très direct. J'aime cette idée en fait de vraiment fabriquer le film avec des photos sur cette performance. Voilà, on a fait plus de 3000 photos avec les jeunes sur à peu près un an avec eux. Et on en a imprimé je ne sais pas combien, et à la fin j'en manipule 600 à peu près là. J'aimais bien cette idée de pouvoir déconstruire un peu le cinéma, qui est finalement 25 photos par seconde ou 24, et de l'amener une par une, 600 à l'heure. Voilà. C'est un peu à la Chris Marker. Exactement, ouais, c'est des courants comme ça, Chris Marker. Moi j'aime beaucoup Marker évidemment, mais Norman McLaren qui a fait du cinéma d'animation. Tous ces bidouilleurs de génie qui n'ont pas fait que bidouiller, je dirais, pour l'esthétique, mais qui sont allés aussi amener l'esthétique à porter une histoire et à apporter une dramaturgie. Et c'est ce qui m'a plu. C'était très compliqué. Pourquoi on a choisi les photos? Parce que c'était compliqué peut-être de faire des vidéos avec eux. Parce qu'une caméra, d'un seul coup, c'est un objet. Alors là, d'un seul coup, une photo, ils ont pu en prendre des photos. Un appareil photo, ça fait tout de suite beaucoup moins peur. Et comme leur histoire, ils nous ont transmis leur histoire par fragments, par bouts. Pendant toute cette collaboration, ils nous ont vraiment livré des instants. Et j'avais vraiment envie de garder cette idée de la déconstruction, cette idée aussi qu'entre deux photos, il y a un trou, il y a un vide, parce que c'est pas une animation. Donc, et d'un seul coup, ce vide, le cerveau essaie de le remplir aussi avec ses propres expériences, peut-être, ses émotions, en tout cas. Voilà pourquoi on est parti sur ce travail de la photo. Ouais. Que dire? Est-ce qu'il y a déjà des réactions peut-être sur cette forme-là, effectivement, qui est étonnante, qui sous des airs, effectivement, comme tu disais, très modernes et finalement assez artisanales dans votre... En fait, Élie fait beaucoup de modeste parce qu'on a l'impression que c'est assez facile à faire. Je veux dire, sa gestuelle, déjà à voir, c'est hyper intéressant, d'une part. Et d'autre part, ce qu'il ne dit pas, et je me permets de le dire, parce qu'il est fort modeste, c'est que
vous avez pu peut-être remarquer un ordinateur qui traînait à analyser les effets et le looper, enfin le logiciel qui sert à ce qu'il soit un grand gourou, c'est aussi lui qui l'a écrit. Je veux dire qu'il est aussi capable de... C'est un réel artiste complet. Ouais, c'est toujours dans l'idée de fabriquer ces outils, comme des photographes ont fabriqué leurs appareils photo. Je trouve ça très important en fait que l'outil, et comme les instruments de Manu et ses pédales, etc., soit vraiment au service de ça, et que du coup c'est à nous d'écrire ces instruments-là. C'est comme un violoniste qui fait son violon, il va apprendre pendant des années son violon. Et du coup, nous, ces outils-là, ils n'existent pas forcément, donc il faut les fabriquer. Et du coup, il faut mettre les doigts dans le code. Est-ce qu'il y a un micro qui circule peut-être ? Oui, on a une collaboratrice d'éphémère radio vivante et itinérante qui est bien achalandée puisqu'elle a un micro. Et il y a même une question au bout du micro. Bonsoir. Tout d'abord, merci et bravo. Pour ma part, c'était la première fois que je voyais une performance de ce genre. J'avais une question par rapport à la traversée, justement. Les photos, vous les avez prises depuis les pays hors de France, hors d'Europe, ou comment ça s'est passé ? Alors, en fait, on a refait, dans l'écriture, en fait, qu'on a rencontré Mamadou et Tierno, ils étaient dans un parc, en train de jouer au foot. On a discuté avec eux, ils nous ont raconté, en fait, vraiment des morceaux de leur parcours qui sont, vous le savez, très compliqués. Surtout quand c'est des ados, c'est des enfants, en fait, de 14 ans. Et du coup, on leur a proposé 3 semaines plus tard, on a pris le temps de réfléchir parce que c'était un long projet. Ils avaient leur vie aussi, ils reprenaient les cours, etc. Et donc, du coup, on leur a proposé de partir ensemble sur une aventure, sur une écriture. Et on leur a dit, on va refaire des instants, des émotions, en tout cas des choses que vous nous avez données. Comment on va réussir à les rendre ? De quoi vous avez envie de parler ? Et ils nous ont parlé d'énormément de moments dans l'eau. Donc on est allé en Bretagne en plein mois d'octobre à se plonger dans l'eau parce que Mamadou avait vécu le chavirage de son bateau et c'était un moment très compliqué pour lui. Qu'il avait vécu. Beaucoup de gens étaient morts autour de lui et bon voilà. Et voilà, on a refabriqué tout ça avec eux au fur et à mesure des mois. Avec les choses aussi qu'ils délivraient au fur et à mesure. Les choses belles, comme l'arrivée à Paris, ils n'ont pas un sou en poche, ils galèrent depuis pas mal de mois. Quand ils arrivent à Paris, ils vont voir la Tour Eiffel, ils vont à Barbès parce qu'ils savent que c'est le quartier africain et qu'ils vont se faire une coupe et retrouver quelques personnes, ou en tout cas être là dans l'ambiance, même si ils dorment dehors le soir. Et après, les images de la traversée, évidemment, on n'a pas pu les refaire avec eux. Donc ça, c'est des images qui ont été prises par des journalistes qui sont allés à Agadez, etc. Et voilà. Et après, du coup, tout le processus de fabrication de photos a été fait comme ça. En fait, ils vivaient dans cet hôtel à une dizaine d'adolescents, d'ados, ouais, et de préadultes, d'adultes en devenir. Et voilà, on les a suivis, on a fait des ateliers avec eux, photos, des ateliers musique. Moi, j'ai pris des photos ils se sont sapés, j'ai pris des photos pour eux. On leur a assez régulièrement montré des étapes de travail. On leur a montré des étapes de travail à tous. Ils étaient très fiers de ça. Très fiers, je pense, d'être écoutés et aussi d'être entendus. On ne l'aurait pas fait si ça n'avait pas été un processus avec eux, une rencontre humaine. C'est ce que j'allais vous demander. À quel moment c'est venu l'envie d'en faire un spectacle ? C'est venu entre vous deux ou d'en parler à 4 Disons qu'Elie et moi, on se connaît depuis paire d'années et c'est vrai qu'on a toujours voulu travailler ensemble. En considérant que, aussi bien pour la musique que pour l'image, on fabriquait de manière artisanale le son, pour moi, et en 2015, il y avait cette vague migratoire, en tout cas subsaharienne, qui poussait, et on voit bien ces premières dizaines, centaines de morts dans la Méditerranée. Et en tant que citoyen, père de famille, je sais pas moi, artiste, bref, en tant qu'humain, on s'est dit on peut pas passer à côté, on peut pas
ne pas témoigner de ça. Et du coup, moi, comme je suis militant et qu'il m'est facile de provoquer des rencontres, du coup, on a eu la chance de tomber sur eux, tout simplement. Voilà, puis ils avaient Et on envie leur a demandé si déjà ils étaient OK pour partir dans l'aventure. Bah oui. que ça allait être long. Ça allait être long et qu'ils n'étaient pas obligés de tout livrer. Enfin, ils faisaient comme ils pouvaient, comme ils voulaient, quoi. D'ailleurs, Tierno, en fait, au tout début de Tierno, lui disait qu'il avait pris l'avion, en fait. Pour Il nier, était enfin, un parti déni, dîner avec un déni nom, total, qui était ouais. allé en Espagne, qui n'avait pas trop galéré. Et en fait, au fur et à mesure, il a raconté aussi d'autres choses. Et après, on n'a jamais, par pudeur, en fait, mais aussi par amitié, on les a laissés aussi se dévoiler. Et je pense qu'ils étaient très rassurés aussi par la forme expérimentale et que d'un seul coup, c'était pas Tierno et Mamadou, c'était quelque chose de quand même si c'est des histoires personnelles, mais en tout cas, ça devient plus expérimental, moins centré totalement sur eux. Une spectatrice anonyme, qui Oui, prend la parole. Bonsoir. Tout d'abord, bravo. Et puis surtout, merci. Voilà, je crois qu'on a tous partagé un moment assez fort, enfin, en tout cas pour ma part. J'avais une question qui m'est venue au moment où vous avez un petit peu parlé du déroulé de tout ce travail, qui me semble a été un moment de partage avec ces jeunes. Est-ce que vous avez pu percevoir que finalement ce travail collaboratif a pu être finalement thérapeutique pour eux, qui ont vécu des choses assez douloureuses et complètement, traumatisantes? oui. Ouais, après, je pense que c'est eux qui ont fait ce travail-là, en fait. Le fait de pouvoir en parler. En fait, quand nous, on les rencontre, c'est peut-être la 30e fois qu'ils racontent cette histoire. Ils la racontent aux associations, après, ils la racontent aux organismes Étatiques, départementaux. Voilà, c'est quelque chose de... Mais en même temps, ils ont tellement envie de passer à autre chose. Mamadou et Tierno, donc là, le projet, c'était en 2016. Tierno a eu son bac S avec mention. Il a commencé une école d'ingénieur. Là, il est en deuxième année. Enfin, il a fini sa deuxième année. Ouais. Mamadou, au début, il est parti en CAP cuisine. Très rapidement, il a repris le cursus première L. Il a eu un bac L. Et là, il vient de finir sa première année à la Sorbonne. Voilà. Il veut devenir enseignant en histoire-géographie. Voilà, il veut devenir enseignant. Les autres ont fait... alors, eux, ils avaient la chance de parler français. Les autres, il y en a certains qui venaient de Somalie, même il y avait un Indien. Un Indien, oui. Voilà. Donc, eux parlaient plutôt anglais. Donc, il a fallu qu'on les voit un moment dans les photos. En fait, ils sont avec des gens de l'association La Boussole. Et ils font des exercices de français. En fait, ils se remettent à niveau en français. Il y en a qui ont fait des CAP. Il y en a qui sont partis en bac pro. Ils font un peu leur chemin et je pense qu'évidemment le fait d'être entendu, le fait de participer à des projets artistiques et le fait surtout qu'il y ait la Boussole, une association locale, et ça il y en a partout dans toutes les villes, qui finalement vient faire qu'il y ait des rapports humains, parce que quand ils sont 10 dans un hôtel, qui sont 14 ans, qu'on leur fait à manger, qu'il y a un éducateur qui passe tous les 15 jours. Alors même si certains sont scolarisés, etc., à l'école, ils ne peuvent pas tellement en parler, ils n'en parlent pas parce que c'est compliqué. Et je pense que c'est assez compliqué de se présenter comme ça, d'arriver et se présenter comme ça. Et donc du coup, heureusement qu'il y a des associations qui sont là tous les week-ends, qui organisent des trucs. Magali, c'est la maman de tous ces gamins, c'est la deuxième maman. Dès qu'il y a des problèmes de boutons, de crème, de cheveux, de problèmes psychologiques, leur famille est loin, ils sont arrivés seuls en France, très jeunes. Pour la plupart, alors c'est pas le cas de Mamadou et Tierno, même si Mamadou a encore ses sœurs là-bas, mais ils ont une pression. Les familles se sont cotisées, même des fois une partie d'un village ou des voisins, pour en fait les envoyer. Et donc du coup, ils comprennent pas. En fait, certains, ils arrivent en France, pour eux, ils veulent commencer à bosser. Enfin voilà, c'est entre eux le bonheur de l'adolescence, le fait que ça va pas être simple,
le fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui les aident. Enfin voilà, c'est vraiment très très partagé en fait les sensations qui renvoient et tous ces moments-là avec eux. Une nouvelle intervention, super, pertinente évidemment. Quelque chose qui bouscule un peu les artistes. Est-ce que ces 3 jeunes ont découvert votre travail? Oui, bien sûr. Alors, ils n'ont pas pu voir la première. C'est en fait le soir de la première, le conseil départemental leur a annoncé le matin qu'ils devaient tous faire leurs valises parce qu'en fait, ils partaient de Chauny à Laon. Donc, évidemment, c'était compliqué de réorganiser tout. Déjà que eux, finalement, partent de l'endroit où ils avaient commencé à se faire des connaissances, des copains, avoir un début de routine dans un espace. Voilà. Et après, ils ont vu des performances après. Oui. Avec eux et aussi avec des... Parce que quand il y a les 10 sont partis de l'hôtel à Laon, il y en a 10 ou 12 nouveaux qui sont arrivés, qui sont à nouveau été dispatchés dans le département. Et là, il y en a encore 10, 12 qui sont arrivés. Voilà. La boussole, on en est à 55 gamins aidés, à peu près. 55 gamins pris en charge. En tout cas, ils étaient très touchés. Je pense très émus. Ils n'ont pas tellement osé parler. Enfin, Tierno a un peu parlé la première fois. Mais en tout cas, quand on leur a présenté des étapes de travail, moi, je me souviendrai toujours les premiers mots qui étaient mais c'est comme un documentaire. Mais en fait, c'est un film documentaire. Ils étaient super fiers en fait de voir finalement que manipuler des photos, c'était une sorte de film aussi. Ils étaient très surpris en tout cas. Et comme juste avant, on avait fait un atelier photo avec eux et qu'ils avaient fait un peu de musique avec Manu, d'un seul coup, ils ont vu le sample de la guitare, etc. Non, c'était vraiment chouette. Ouais. En tout cas, c'est des gamins super, maintenant des adultes, des jeunes hommes vraiment géniaux, quoi. Tout au fond là-bas, dans l'ombre et dans le transat. Oui, ils parlent du retour au pays, tous ou que quelques-uns? Est-ce qu'ils sont vraiment venus que pour faire des études et repartir chez eux? Ça dépend des projets. Si on focalise sur Tierno et Mamadou, on a les 2 exemples. Mamadou, il veut enseigner l'histoire-géographie européenne, française, donc il veut rester en France. Tandis que Tierno, il fait des études d'ingénieur et souhaite, lui, retourner en Guinée pour construire école, hôpital, etc. Donc, ça dépend aussi vachement de leur capacité à apprendre le français et à pouvoir, du coup, utiliser leurs propres compétences dans le système scolaire français. Donc, je sais pas, c'est... chaque histoire, genre, en général, je pense qu'en général, ils veulent rester, quand même. Quitter la famine, la guerre. Je pense qu'une fois qu'on est éduqué, on veut rester. Même sans, moi je ferais ça en tout cas. Après, loin s'en faut, ils rêvent pas de la France en fait. Ils n'ont pas rêvé d'atterrir à Chauny dans l'hôtel de Picardie. La plupart en fait. Il y a un Picard et un Picard. Voilà, en fait, à Chauny, il y a 2 hôtels. La plupart en fait ne parlent pas. Ils sont plutôt anglophones que francophones. Donc en fait. La plupart visent plutôt l'Angleterre et c'est marrant parce qu'il y a encore l'Amérique qui attire aussi. Enfin voilà, quand ils partent pour l'Europe. En fait, c'est assez flou finalement. Et il y en a beaucoup encore qui ont envie d'aller plutôt dans des pays anglophones. Après, quand ils arrivent à 18 ans, ils sont protégés au début quand ils arrivent, ils sont mineurs. Et du coup, ils sont protégés par ça. La France, par les traités internationaux, est obligée de les nourrir, les éduquer, etc. Et après, le problème de la majorité arrive. Donc là, la plupart sont restés sur Laon, faire des études. Donc ils ont 500 et quelques euros pour subvenir à les fringues, le repas, le logement... de quoi étudier, les sorties, etc., etc. Donc du coup, c'est compliqué. Puis même Tierno, il nous le disait. Lui, il était très très fâché quand il est arrivé, qu'on l'ait mis. Lui, il voulait tout de suite reprendre les études, il voulait y aller, etc. On l'a mis dans un hôtel. On lui a fait des radios. Il comprenait pas. Il pensait qu'il venait faire des photos. Et en fait, on lui a fait une radio du crâne pour en fait voir.
la France essaye d'en sortir un maximum de la minorité en disant qu'ils sont majeurs par le fait de radio. Et donc du coup, voilà, il y a... voilà, chaque histoire est très différente. Mais bon, la plupart... On a surtout travaillé avec des gamins subsahariens. Après, je pense que, comme disait Elie, si vous travaillez plutôt avec des gamins plutôt syriens, afghans, eux, ils vont plutôt tendance à vouloir aller en Angleterre pour rejoindre leur communauté, où là, par esprit de communauté et de solidarité, ils ont la garantie d'avoir un foyer, un travail assez facilement, malgré les réponses administratives, ce qui n'est pas le cas en France quand des subsahariens se réunissent. Ils n'ont pas forcément le même esprit de solidarité, en tout cas. Donc c'est plus compliqué. Donc les projets sont plus complexes, en tout cas pour ces gamins. Et j'ajouterais que même pour les Syriens et les Afghans, effectivement, une fois bloqués à Calais, c'est aussi compliqué de traverser la Manche. En fait, c'est compliqué tout le temps. Et puis après, non, il y a un vrai désir d'intégration. Ils apprennent la langue très très vite. Il y a Salahidine, il voulait qu'on l'appelle Robert. Lui, il voulait pas parce que son prénom, ça sonnait pas France. Donc du coup, non, appelez-moi Robert, quoi. Mais on lui disait, mais Robert, tu sais, Robert, c'est un peu daté, quoi. Non, il voulait qu'on l'appelle Robert. Bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font aussi que c'est des gamins hyper attachants, qui ont cette énergie et qui finalement demandent qu'une seule chose, quoi. C'est de travailler, d'avoir une famille, des copains. Enfin, voilà. C'est des gamins qui sont quand même marqués aussi. Vous, en tant qu'artiste, vous avez l'intention de réitérer ce type d'expérience. Il y a la diffusion de ce photoconcert, mais il y a d'autres projets en route. Oui, il y a d'autres projets qui s'adressent aux plus petits. Elie, tu veux en parler, non? Ouais, alors... sur l'urgence climatique, en tout cas. Ouais, en fait, suite à ce projet-là, 1 an et demi plus tard, je suis parti vivre en Patagonie. Et là-bas, en Patagonie, il y a des milliardaires qui achètent des dizaines de milliers d'hectares pour se protéger, dans la cordillère des Andes, pour se protéger du futur réchauffement climatique. Donc là, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc ils détournent les rivières pour faire de l'hydroélectrique. Enfin, ils se construisent des fermes autonomes, évidemment en foutant dehors les Mapuches. Et voilà, bien sûr, quoi. Voilà, tout va bien, quoi. Sinon... Et donc, du coup, je suis revenu de cette année. Je vivais dans une maison à flanc de montagne. Je buvais de l'eau de la rivière et tout ça. Et je me suis dit, voilà, ça va être chaud partout. Voilà. Et donc, du coup, on a imaginé avec Manu un projet qui s'appelle La Montagne Magique et l'arrivée des machines, où tout va bien dans la montagne magique. C'est à partir de 300 illustrations, voilà. Des illustrations que je fais, donc c'est pour les petits, 3-6 ans. Tout va bien dans la montagne magique, les fleurs sont là, les insectes sont là, les abeilles butinent, enfin voilà, c'est génial. Et d'un seul coup, au loin, qu'est-ce qu'on entend? Un bruit de machine. Et voilà, les machines arrivent et c'est le bordel. Au Rodeo Ranger, c'était vraiment un spectacle qu'on aime jouer pour le jeune public, pour ces discussions justement après le show. Et aussi parce qu'on trouve que proposer une prise de conscience par le biais du spectacle vivant, c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour les gamins, c'est un peu plus excitant. Donc, on favorise vachement le débat après Rodeo Ranger. Et là, l'idée de la montagne magique est évidemment, avec les 3-6 ans, de ne pas partir dans un long débat, mais en tout cas, de discuter et d'essayer d'éveiller chez eux aussi, quelque part, l'urgence qui nous attend toutes, quoi. Après Rodeo Ranger, on continue à le tourner. Comme disait Manu, on est super contents. On le joue beaucoup devant des ados. Et je pense que l'idée de cette performance, c'est aussi pour les toucher. Je pense que ce serait pas du tout pareil si regarder un film. Là, il y a un musicien qui fait de la musique qu'ils n'ont jamais entendue et un mec qui bouge des photos. Et d'un seul coup, je pense que c'est une espèce de carte d'entrée à tout ça. Mais après, au quotidien, Manu, depuis 2004 au moins, quand il a découvert dans sa classe de maths qu'une enfant avait disparu parce qu'elle avait été expulsée, a monté des associations dans l'Aisne. Moi, je participais à des assos sur Saint-Ouen. Après, en tant qu'humain, on continue évidemment à aider. Ça n'aurait de toute façon pas de sens de proposer une perf comme Rodeo Ranger sans militer à côté. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'est
c'est inconcevable, quoi. C'était pas un prétexte. On s'est dit, tiens, allez, on va surfer sur la vague migratoire. C'est un prolongement. On va faire un super projet. Non, c'est ça, vraiment... c'est un prolongement d'une quinzaine d'années. Une question au Question premier de rang. Robert, justement. Question de... Voilà. Robert. Un peu daté. Robert. Il a eu peur que ce soit vrai. Hein. Robert. C'est très beau, Robert. Non, c'est pas forcément une question, c'est que les derniers propos qui viennent d'être tenus, on le sent vraiment, et je crois que ça rejaillit vraiment dans les spectateurs. On sent bien que derrière, il y a du vrai militantisme dans tout ça, et je crois que c'est ce qui contribue aussi à nous toucher. Donc c'est vrai que si l'expérience continue, tant mieux, parce que ça serait dommage de se priver de ça. Je pense que c'est presque on pourrait presque le déclarer d'utilité publique, parce que ça suscite beaucoup d'émotions, et que je pense que un certain nombre de personnes, quelquefois de notre entourage, en voyant ce que vous venez de produire, ça contribuerait grandement à la prise de conscience et éviter les clichés qu'un certain nombre de personnes autour de nous peuvent avoir. Donc encore merci pour ce beau moment qu'on vient de vivre avec vous. Merci. Et je dirais que le spectacle, il ne serait pas vu si le CCAS nous avait pas fait confiance aussi sur ces tournées auprès de jeunes. On a fait une tournée l'année dernière, l'été dernier. On en a fait une cet hiver. On en refait une cet été. Et merci en tout cas de prendre ces sujets-là. Je sais qu'il y a eu les CCAS ont aidé aussi. Des jeunes en difficulté l'année dernière, et des centres de vacances, qui ont été ouverts, voilà. Pour accueillir. Je pense que si chacun y met du sien, je dirais qu'on va réussir à construire quelque chose de mieux de ce qui se passe à l'heure actuelle, et des politiques en fait qui sont en train d'arriver, qui sont inquiétantes quand même. Le message positif, constructif que vient d'énoncer Élie, en tout cas sur le fait de construire ensemble, de partager ensemble, c'est un message qu'on véhicule auprès des gamins. À la fin de Rodeo Ranger, il faut que les gamins sortent de la salle émus si possible, mais aussi avec ce message de dire ok, c'est à vous les prochains, quoi, finalement, de prendre en charge le réchauffement climatique, et du coup ces vagues migratoires qui vont être de toute façon nécessaires, parce que il n'est pas question que les gens meurent en Afrique et nous on soit plutôt en Bretagne à la plage, quoi. Du coup il y a une urgence absolue à construire une Europe beaucoup plus solidaire, qui partage, et donc c'est un enjeu fantastique pour la future génération, quoi. Vraiment fantastique, vraiment. Je crois que c'est un joli mot de fin. Oui, c'est pas mal comme mot de fin. C'est pas mal du tout, ouais. Merci. Et une belle transition sur la dernière journée qui nous attend demain, puisque le spectacle de clôture parlera de ce réchauffement climatique avec Borderlines Investigation qui sont en train de monter. Et je vous propose qu'on poursuive à la buvette tranquillement. Au bar de Thierry, ouvert toute la nuit. Si vous Et voulez nous, le réchauffement, on les l'a échanges. jusqu'à à peu près 20h ici, quand même, tous les jours. Les degrés, je ne sais pas lesquels il faut évoquer. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, Élie, Marion, Prendre une photo. nous allons prendre une petite photo Polaroid. Voilà, histoire d'immortaliser le moment, bien sûr, sous l'œil éclairé et luisant de tous les spectateurs. Attendris. Monsieur Léon, vous pouvez mettre le jingle de fin, s'il vous plaît. Éphémère, la radio qui ne manque pas. Éphémère, la radio qui